Et tout de suite, eh bien, c'est Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Touillon. Aujourd'hui, où est l'argent d'André-Paul de Château? Où est l'argent? Interrogation posée jusqu'à l'obsession, jusqu'à la folie. Cette fois, il avait peur. Peur du visage dur et crispé de l'inspecteur Bastien. Le paroxysme du crime. Dans un instant, il le sentait, la fragile ligne de démarcation entre la vie et la mort serait franchie. Il vit un cri effrayant. C'était lui. Jusqu'à la cinquantaine, Victor Candice, célibataire, habitant avec sa mère un petit appartement près de la Bourse à Bruxelles, s'était conformé à son apparence, à ce qu'il était peut-être. Il avait fait, il y a longtemps, d'excellentes études. Son père, ouvrier électricien, était mort, lui laissant sa mère à charge. Victor avait heureusement obtenu rapidement une très bonne situation, un poste de confiance dans une grosse imprimerie. Victor ne s'était jamais marié, à cause de sa mère, qui était un tyran souriant et optimiste. Elle souffrait depuis toujours d'un souffle au cœur qui lui interdisait tout effort. Il y avait bien sûr maintenant d'autres termes plus actuels et plus scientifiques pour décrire son état, mais dès son enfance, Victor avait été impressionné et même séduit par ce souffle au cœur qui lui paraissait à la fois inquiétant, insolite et poétique. Les années avaient passé avec une rapidité confondante et sa mère vivait toujours. Victor était monté en grade progressivement à l'imprimerie du Chêne, proche du Sablon, et en 30 ans, il avait réussi à épargner 1,5 million de francs belges qu'il avait placés à un taux d'intérêt estimable dans une banque luxembourgeoise. À 50 ans, Victor Candice occupait les fonctions de directeur financier de l'imprimerie et il avait l'entière responsabilité des fonds. Il avait travaillé dur pour arriver à ce résultat. Ses journées commençaient à 6h30 du matin quand il préparait le petit déjeuner pour lui-même et sa mère. Café, beurre et petit pain qu'il allait acheter tout chaud et croustillant à la boulangerie du coin. Le soir, après le dîner, il regardait généralement la télévision avec la vieille dame, tellement fatigué qu'il s'endormait souvent dans son fauteuil, quel que fût le programme. La seule réelle satisfaction de sa vie, profondément enfouie en lui-même, était son compte en banque au Luxembourg. Il ne touchait d'ailleurs jamais à l'argent déposé. Il n'avait guère de besoin et il lui suffisait de jeter chaque mois les yeux sur son relevé de banque. Le total de la somme, augmenté des intérêts, lui procurait un sentiment de sécurité réconfortant. Cette année-là, et cela se passait encore 5 ans auparavant, tout l'univers de Victor Candice bascula. Sa mère mourut et, quelques jours après l'enterrement, on vint l'arrêter chez lui. Introduit devant le juge d'instruction, Victor éprouva la plus grande surprise de sa vie quand le magistrat brandit sous ses yeux une enveloppe portant l'entête de la banque luxembourgeoise et en retira un extrait de compte. Ce dernier extrait de compte mensuel, Victor ne l'avait effectivement pas trouvé dans sa boîte aux lettres. Et il s'en était étonné, car le cas ne s'était jamais produit.
Mais la mort de sa mère et l'organisation des funérailles avaient relégué ce fait anormal loin au fond de sa mémoire. En un instant, en apercevant le relevé entre les mains du juge d'instruction, Victor Candice se sentit inondé de sueur. Il devinait déjà tout. Il n'avait cependant pas prévu que, dénoncé par un voisin qui avait reçu et ouvert l'enveloppe par erreur, il se trouverait inculpé de fraude fiscale pour avoir dissimulé à l'État ses revenus à l'étranger. Son affaire se solda par un redressement fiscal très important. Plus la taxation avec effet rétroactif des intérêts non déclarés depuis plusieurs années, plus une amende sévère. Le tout écornant sérieusement son fameux 1,5 million. À partir de ce moment-là, Victor ne fut plus le même homme. Il pensait avec reconnaissance à Dieu qui avait rappelé à lui sa mère juste à temps pour lui épargner cette épreuve. Mais dans le même instant, il lui gardait rancune de lui avoir envoyé cette même épreuve. Il se sentait humilié, malheureux, révolté. Et c'est ainsi qu'un soir, la veille de la paye, il resta comme d'habitude dans son bureau pour préparer les versements du lendemain et préleva dans le coffre une somme de 10 millions de francs belges qu'il emporta chez lui. Qu'allait-il faire de cet argent? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Victor ne chercha même pas à s'enfuir, se contentant le lendemain de faire la grasse matinée sans même avertir la direction de l'imprimerie. Le téléphone sonna, il le laissa d'abord sonner, puis décrocha l'appareil et le déposa sur sa tablette, sans dire un mot. Le surlendemain, l'inspecteur Bastien, un homme d'une 50aine d'années, au visage massif, se présenta à son domicile et eut la surprise de le découvrir fin près des objets de première nécessité serrés dans une petite valise. « Vous alliez partir à l'étranger ?» demanda l'inspecteur en jetant les yeux sur la valise. « Non ?» répondit Victor. « Je vous attendais. Je sais que vous êtes venu pour m'arrêter. » Et pour la première fois, alors, l'inspecteur posa une question qu'il devait répéter souvent par la suite. Très souvent. Jusqu'à la nausée. Où est l'argent? Victor Candice fut déféré devant un juge d'instruction qui n'était pas celui qui avait instruit son dossier de fraude fiscale. En un sens, il le regretta. En effet, Victor appréciait la symétrie des choses et des événements. Il eût aimé se retrouver, par une boucle parfaite, devant l'homme qu'il avait, malgré lui, incité à devenir vraiment un voleur. Le juge était plus âgé, plus compréhensif, débordant de bonne volonté. « Où est l'argent ?» Victor ne répondit que par un sourire triste. Son appartement, bien entendu, ainsi que sa voiture et lui-même avaient subi une fouille approfondie, mais vaine. L'argent avait disparu. En l'espace de quelques heures, on se demandait comment Victor avait bien pu s'en débarrasser. Il refusa obstinément de l'expliquer. On tenta de reconstituer le parcours qu'il avait dû suivre après avoir quitté l'imprimerie le soir du vol. On passa au peigne fin sur ce trajet le moindre endroit qui aurait pu constituer une cachette éventuelle. Rien. Et le juge d'instruction d'expliquer à Victor, en présence de l'inspecteur Bastien, « C'est absurde, Candice. Si vous ne restituez pas l'argent, vous serez lourdement condamné.
Au contraire, si vous le rendez, le tribunal tiendra certainement compte de vos excellents antécédents et d'un geste insensé que vous regrettez sûrement. Non. Victor ne regrettait rien. Bastien, essayant de lui inspirer confiance, usait de la menace, de la sympathie, de la colère, pour tenter de le ramener à la raison. Rien. Comme il l'expliquait à ses chefs, Bastien éprouvait une horrible sensation d'échec. Policier sans grand éclat, il avait néanmoins réussi à mener à bien jusqu'alors la plupart des missions qui lui avaient été confiées. La disparition incompréhensible de l'argent volé lui pesait sur la conscience, une tache indélébile sur sa carrière en quelque sorte. Voyant à quel point Bastien prenait les choses à cœur, ses chefs lui permirent d'interroger à nouveau Victor Candice en présence de ses collègues, car on redoutait ses emportements. Pendant des heures et des heures, Bastien, sûr de réussir finalement à avoir Victor à l'usure, répéta « Où est l'argent? Où est l'argent? Où est l'argent ?» Victor ne répondait pas. Il souriait doucement. Bastien semblait prêt à exploser. Les interrogatoires provoquèrent un résultat paradoxal. Victor paraissait détendu, serein, tandis que l'inspecteur avait le visage d'un homme honnête, qui a trahi ses convictions et qui n'en dort plus. « Où est l'argent ?» On fouilla dans la vie de Candice. Un complice, une femme. Rien. Il ne connaissait personne. N'avait pas d'amis. Depuis la longue maladie de sa mère, il ne voyait plus âme qui vive, hormis ses collègues d'imprimerie, bien entendu. Bastien, soupçonnant une complicité à l'imprimerie, soumit à la question la direction et tout le personnel. Rien. Victor Candice exécutait parfaitement son travail, comme il l'avait toujours fait, mais depuis ses ennuis fiscaux, il avait changé, n'échangeant pratiquement plus un mot avec personne, sauf pour des motifs professionnels, bien entendu. C'était totalement incompréhensible. Comment Victor avait-il disposé de ces 10 millions? Qu'avait-il fait de l'argent? L'avait-il enterré, jeté à l'eau, brûlé? Pas de réponse. Bastien avouait à ses chefs avec rage, « Il est trop fort pour moi !» De même que Candice avait changé après sa première arrestation, l'inspecteur Bastien changea à son tour après cet échec. Un singulier parallélisme s'établissait entre les deux hommes. Désormais, on constata qu'insensiblement, le policier n'apportait plus la même farouche obstination à mener ses enquêtes. Il y eut quelques relâchements. Bastien resta néanmoins un flic consciencieux, mais il semblait avoir perdu le feu sacré. Voilà tout. Il ruminait publiquement sa défaite, reportant sur Victor Candice une rancœur qui, peu à peu, se transformait en haine. L'affaire passa bientôt en justice. Le président du tribunal, qui comptait sur son autorité pour obtenir des aveux de Candice, resta sur sa faim, comme tout le monde. Bien naturellement, Victor écopa du maximum. Pendant les longues années qu'il passa en prison, il fut un détenu modèle. Il était l'image même de la sérénité souriante. Bastien, poursuivi par son obsession, avait obtenu l'autorisation exceptionnelle du directeur de la prison de rendre visite à Victor Candice, au parloir. Un gardien assistait aux entrevues. Bastien ne questionnait même plus. Il se contentait de fixer Victor, espérant peut-être l'impossible.
Il répondait presque amicalement aux questions que lui posait le prisonnier sur la vie à l'extérieur, les changements, les modes, les événements politiques. Bastien lui apportait quelquefois des livres et du chocolat. Victor appréciait sa présence, mais il ne céda pas davantage à la sympathie qu'il n'avait cédé aux menaces. D'étonnantes relations, haine, amitié, semblaient ainsi s'établir entre le voleur et le policier. Ils vieillirent tous deux, alors que les années passaient. Victor ne changea pas d'attitude. Il ne révéla à personne l'existence d'un complice en qui il aurait placé toute sa confiance. Et un jour, après toutes ces années, arriva le moment où Victor fut enfin relâché pour bonne conduite. Le chef de bastion, le commissaire Lévesque, bien que souriant ostensiblement de la fixation de son subordonné, partageait en réalité la même frustration. Il possédait lui aussi une mémoire d'éléphant. La veille de la levée d'écrou de Victor, il appela Bastien et lui apprit que Candice sortait de prison le lendemain. En apprenant la nouvelle, Bastien secoua pensivement la tête. Le commissaire n'avait donné aucun ordre, aucune consigne, mais Bastien avait compris à demi-mot. Il s'attacherait désormais au pas de Victor Candice, le suivrait discrètement comme son ombre. Peut-être se souvenait-il avoir lu des récits où les policiers retrouvent le butin enterré par un malfaiteur qui les mène à la cachette dès sa sortie de prison. Les 2 premiers jours, rien ne se passa. Victor, qui instinctivement se doutait peut-être de la surveillance dont il était l'objet, accomplit plusieurs actions pour dépister une filature éventuelle. Taxi, tram, incursion dans des supermarchés à plusieurs sorties, etc., etc. Bastien, cependant, en se livrant aux mêmes allées et venues, ne le perdit pas de vue. Il suivit ainsi Victor en ce jour de semaine pluvieux jusqu'à une allée déserte du bois de la Cambre. Victor s'était arrêté et s'était retourné pour regarder derrière lui. L'inspecteur Bastien s'avança franchement. Il avait décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Victor ne se montra nullement étonné de sa présence. Il lui sourit. « Vous n'avez pas oublié le rendez-vous, inspecteur ?»« Non, Victor, non. Ça fait longtemps, hein, inspecteur ?»« Oui. Ça fait 10 ans, Victor. 10 ans. » Alors, Victor, toujours souriant, posa la question qu'il avait à la fois obsédé et soutenu moralement durant ces 10 années de détention. Où est l'argent? Bastien ne répondit pas. Son visage était devenu très dur. « Je suis venu pour vous dire, Candice, que vous devez renoncer à votre part. Cet argent que vous m'avez proposé quand je vous ai interrogé le lendemain du vol, je le garde pour moi. Personne ne vous croira si vous me dénoncez. Et puis, ça pourrait être très dangereux pour vous. » « Où est l'argent ?» hurla Candice. « Où est l'argent? Où est l'argent ?» Et brusquement, en un éclair, Victor se souvint de l'acte impulsif qu'il avait commis en s'emparant des 10 millions 10 ans auparavant. Le lendemain du vol, déjà, il regrettait ce geste, songeant à rapporter l'argent à l'imprimerie. Mais il n'avait plus se décider à accomplir cette démarche humiliante. Quand l'inspecteur Bastien était venu l'interroger, il avait alors eu une inspiration désespérée. Confier le butin à l'inspecteur en lui proposant de partager plus tard à sa sortie de prison.
Il était certain que l'autre refuserait et que l'argent serait ainsi rendu à l'imprimerie. Or, contre toute attente, Bastien avait accepté d'emblée. Sans doute avait-il lui-même des comptes à régler avec l'existence, avec la société. « Où est l'argent ?» répéta furieusement Victor. Le paroxysme du crime. Dans un instant, Victor le sentait, la fragile ligne de démarcation entre la vie et la mort serait franchie. Soudain, il y eut un cri effrayant. C'était lui qui criait en étranglant Bastien. Crime Story, aujourd'hui, où est l'argent d'André-Paul Duchâteau?